C'est parti. Alors, bonjour tout le monde. Désolée, j'ai eu un petit problème avec mon Facebook Live. Bienvenue à celui-ci qui se nomme Comment susciter la collaboration dans les négociations. Alors, peut-être certains sont venus se voir à 19 heures. Ça devait commencer à 19 heures. Je suis vraiment, vraiment désolée. On est 19h30, mais ça va durer quand même à peu près 1 heure. C'est entièrement de ma faute. J'ai oublié de peser sur quelques petits boutons. Alors, pour commencer, je tiens à vous dire que j'ai des petites feuilles que je vais regarder à l'occasion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas au fur et à mesure de me poser vos questions dans la petite boîte à cet effet et je vais répondre. Je vais lui répondre au fur et à mesure. Alors, tout d'abord, on va se donner une définition de c'est quoi la négociation. C'est une définition de maître Jean H. Gagnon, un auteur que j'aime beaucoup. Il dit la négociation, c'est un processus de communication qui a pour but de créer, de modifier ou de terminer une relation. Alors, donc ça dit bien, hein, un processus de communication avec des objectifs spécifiques. Alors, si je veux commencer une négociation, par exemple, avec un nouvel associé ou avec un nouvel employeur, c'est sûr que le ton va peut-être être différent que si je négocie un litige ou une séparation, etc. Donc, ça aussi, quel est l'enjeu de la négociation va donner le ton pour le climat. Moi aussi, j'aimerais vous parler de 3 mythes qu'on voit souvent dans la négociation. Des gens pensent que parfois, une négociation réussit que s'il n'y a qu'une entente. Alors, faire attention à ça parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'entente qu'il n'y a pas une réussite dans la négociation. Je sais que ça peut paraître paradoxal de dire ça, mais vous savez, si vous voulez négocier avec un futur partenaire d'affaires, c'est déjà très difficile et vous en êtes qu'au niveau de la négociation et c'est déjà désagréable, ben peut-être que c'est mieux de ne pas être un partenaire avec cette personne. Alors, vous voyez que votre réussite dans la négociation, ce sera justement de ne pas vous entendre avec cette personne parce que on court à la catastrophe. Est-ce qu'un autre mythe, c'est qu'un excellent négociateur peut amener quelqu'un à négocier contre ses propres intérêts? Alors ça, c'est faux. Les gens, ils négocient, ils ont toujours, s'ils s'entendent, c'est parce qu'à quelque part, ça fait leur affaire. Mais là, il peut y avoir des jeux de théâtre, de la comédie, du style « Ah, OK, ben, ouais, OK, c'est correct, ça fait pas tout à fait mon affaire », alors qu'en réalité, on vous joue la comédie. Alors, c'est pas vrai qu'un excellent négociateur, aussi bon soit-il, va amener les gens à négocier contre leur propre intérêt. C'est faux. Une autre chose, un mythe, c'est que parfois on pense que pour gagner en négociation, il faut obtenir beaucoup plus de concessions que qu'est-ce qu'on a à faire. Alors ça, c'est faux. Si vous aviez, par exemple, 5 demandes, mais sur les 5, il y en avait une qui était primordiale et que vous l'obtenez, mais c'est ça qui est le plus important. Vous avez peut-être laissé tomber 4 autres choses, mais vous avez obtenu ce qui était important pour vous. Et vous avez peut-être laissé aller plus que vous croyez, mais vous avez gagné au niveau de ce qui était primordial. Alors, vous devriez être satisfait. Et des fois aussi, on donne des choses à l'autre qui, en réalité, ne nous coûtent pas, sont pas d'un coût élevé pour nous, mais on se dit ça pourrait faire l'affaire, ça pourrait répondre à des intérêts différents. Pourquoi une négociation est difficile? Ben, il y a toutes sortes de raisons pourquoi elle peut être difficile. Une chose que j'ai vue souvent, un manque de préparation. Alors, les gens sont pas préparés, ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent ou ils savent pas trop peu, je dirais. Alors, on s'en va dans la négociation un peu à l'intuition. On rentre dans un mode de confrontation. Certaines personnes croient qu'on doit absolument se confronter, entrer, mettre de l'émotion, de la colère pour gagner quelque chose, ce qui est aussi faux. On peut négocier d'une manière très respectueuse, sur un ton calme, puis trouver de bonnes ententes. D'ailleurs, quand je suis médiatrice, c'est mon travail, c'est d'amener les gens à négocier sur un bon ton. La gestion des émotions fortes, alors oui, la colère, les peurs, les craintes aussi, le stress, ça va faire en sorte que ça va rendre les choses difficiles.
les attaques, les stratégies négatives, les impasses, les blocages, les obstructions, tout ça, ce sont des éléments qui vont rendre la négociation difficile. Mais comment passer plus à la collaboration? Et ça m'amène à dire, mais qu'est-ce que c'est la collaboration? Ou en tout cas, à faire une distinction entre deux styles. On a la négociation plus compétitive, qu'on appelle la négociation sur position. Alors, c'est chacun tire d'un bord et de l'autre pour gagner. Donc, ça va créer un gagnant, un perdant. Dans ce type de négociation, il n'y a pas vraiment un gagnant, il n'y a pas vraiment deux gagnants, mais surtout quelqu'un qui va être très, très content et l'autre qui va être très mécontent, en quelque sorte. Et c'est bon pour les transactions à court terme, pour les relations, pour les négociations où il n'y aura pas de relation, il n'y aura pas de continuité. On peut penser que c'est un type de négociation qui est intéressant. Par contre, il va demander des attaques aussi, des menaces de pression. C'est pour ça que c'est intéressant si l'objectif est rencontré par ce type. Je vais y revenir tantôt. La négociation collaborative, elle, c'est plus le genre de négociation où on cherche à comprendre profondément ce que vit l'autre, quels sont ses intérêts, ses besoins. On va partager le pouvoir, on va partager de l'information. Il y a de la bonne foi, du respect, de la créativité. On veut faciliter un consensus. Et ce qu'on voit, c'est plus un investissement à long terme. C'est plus un résultat mutuellement satisfaisant. La négociation compétitive est le modèle de négociation le plus utilisé dans le monde. Alors, il faut le savoir. Et moi qui arrive de l'Afrique, du Cameroun, parce que j'ai enseigné la médiation là-bas, je peux vous dire que c'était vraiment ce que j'ai vu sur le terrain. Mais parce que j'allais dans les marchés acheter des objets, bien, c'est sûr que c'est un genre de choses où on est sur du marchandage de tapis. C'est au Cameroun, mais ça aurait pu se passer à Montréal, ça aurait pu se passer à Paris, ça aurait pu se passer n'importe où vous savez, quand on achète des choses au marché public, ben, il y a une espèce de jeu d'offres et de contre-offres. Ça demande pas beaucoup de préparation parce que finalement, c'est ça, c'est très simple. Et ça peut même être une négociation que vous faites avec des gestes, vous n'avez même pas besoin de comprendre la langue de l'autre personne pour le faire. C'est le modèle le plus utilisé, malheureusement. C'est comme si il y avait juste cette façon de faire et qu'il existe beaucoup d'autres façons de faire. Je ne dis pas que c'est totalement inadéquat à négocier sur position parce que si les enjeux sont très simples, si vous n'avez pas de relation avec la personne, il n'y aura pas de continuité, les parties, votre réputation va être préservée. Vous n'aurez pas l'air du dur à cuire, de personne qui ne cède jamais rien. Si vous êtes dans ce modèle, dans cet enjeu, ben c'est correct de négocier sur position. Il n'y a pas de problème avec ça, d'être compétitif, exigeant, de faire des menaces, etc., etc. Il n'y en a pas de problème. Le problème, c'est que parfois, ce modèle-là est vraiment inefficace, puis il y a plusieurs raisons. Premièrement, les gens ne veulent pas perdre la face. Donc, si vous êtes avec deux personnes, ni un ni l'autre veut perdre la face, ben là, on est fait parce qu'on va rentrer dans une épreuve de force. Quand les gens sont de la même force, ben, on risque plus souvent d'arriver dans un blocage. Il n'y a pas de créativité, hein? Il n'y a pas de questions, on ne se questionne pas pourquoi tu veux ci, pour ça. Non, on n'est pas dans la construction de quelque chose qui pourrait être payant pour tout le monde. L'entente ne va pas toujours répondre aux besoins ou aux intérêts primordiaux parce que justement, on n'a pas été exploré ce qui était important. Plus grande force, plus grande possibilité d'impasse parce que justement, les gens sont sur position, sont d'égale force, bien, on va rentrer dans l'impasse. Mais surtout, un risque très sérieux de ne plus avoir de relations futures parce que les gens ne voudront pas négocier avec vous. Il va y avoir du mécontentement. Alors, si vous désirez préserver une relation à long terme, c'est surtout pas le type de négociation que vous devez envisager. Je vois qu'il y a des gens qui se rajoutent, alors n'hésitez pas à poser des questions. Ça va évidemment me faire plaisir à répondre au fur et à mesure. Mais pourquoi qu'on irait justement vers de la négociation plus collaborative? Parce que c'est ça le titre de notre Facebook, c'est comment susciter plus de collaboration dans les négociations. Ben pourquoi? Ben parce qu'on va continuer à vivre ensemble, parce qu'on va être des futurs associés, parce que tu vas devenir mon distributeur, etc. Parce que je vais te louer un local commercial, j'aimerais avoir des bonnes relations avec toi. C'est pour ça, parce qu'on veut survivre dans un milieu de plus en plus compétitif.
Alors, des gens qui vont faire un contrat de construction ensemble ont tout intérêt à trouver les meilleures ententes possibles. Sinon, on risque tout à fait d'aller vers la catastrophe dans les relations à long terme, dans les relations d'affaires. On va avoir des partenaires qui vont être contents de travailler, qui vont être contents de fonctionner avec nous. Alors, c'est pour la raison pour laquelle on peut être beaucoup plus intéressé dans ce type de négociation. Un autre mythe qu'on veut détruire aussi, dans la négociation collaborative, les gens se disent « Ah, mais il suffit d'être gentil ». Mais c'est faux. C'est pas une question de gentillesse, c'est une question de respect. Alors, c'est sûr que si vous dites le respect et la gentillesse, c'est la même affaire. OK, je comprends. Mais non, si plus vous êtes respectueux, plus vous êtes dans un mode de collaboration, ça, c'est intéressant de parler avec des gens qui sont respectueux, qui sont qui écoutent bien, qui vont être intéressés à ce que vous dites. En fait, la négociation collaborative, ça ne veut pas dire de donner des choses, ça veut juste dire d'écouter davantage et de collaborer ensemble à trouver des solutions. Pour faire ça, il faut être stratégique, il faut être préparé. C'est ça qu'elle va demander, beaucoup plus de préparation que de la négociation sur position. Là, ça m'amène à vous parler d'être visionnaire. Quand on négocie d'une manière collaborative, on doit avoir une vision à long terme. On doit savoir où on s'en va. Et une des règles d'or dans la négociation, peu importe le livre que vous allez lire sur la négociation, ce qui est vraiment, vraiment important, c'est la préparation. Donc, se préparer, avoir un plan clair d'où on va, établir ses stratégies, établir qu'est-ce qu'on va donner comme information, ses actions, c'est tellement important et c'est ça qui va nous permettre d'arriver à un but. Si on n'a pas de vision à long terme, comment on peut arriver à quelque part? On va zigzaguer, on va pas trop savoir où on s'en va, donc c'est clair que ça va être moins intéressant. J'aimerais vous présenter la négociation sur position comme, dans le fond, l'image du iceberg. Alors, vous voyez l'iceberg, les gens qui négocient sur position sont sur le point, hein? C'est juste des batailles. Alors que quand on négocie d'une manière collaborative, on va en dessous de l'eau, donc il y a de l'eau. On va en dessous, puis on va voir beaucoup plus large parce qu'on veut viser la collaboration. On va aller chercher beaucoup plus d'informations sur différents éléments. Et là, je vais vous parler de notions clés, dont les valeurs. Quelles sont les valeurs? Quels sont les besoins, les intérêts des personnes? Est-ce qu'on a des critères qu'on pourra utiliser? Quelles vont être nos alternatives de rechange? Donc, on va porter la plus grande importance aux valeurs. Donc, on appelle ça les vibes, V-I-B-E-S, V pour valeur, intérêt, B pour besoin, E pour émotion et sentiment. On va prêter une grande attention à ça. Connaître ses propres éléments. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai de besoin? Qu'est-ce que je crois? Etc. Donc, se poser à soi-même des questions, mais les poser aussi à l'autre pour comprendre quel est son monde, sa vision, qu'est-ce qu'il veut. Alors, on va poser des questions à ces personnes pour comprendre leur désir profond. Et on dit qu'un négociateur doué écoute beaucoup plus qu'il ne parle. C'est la règle du 93,7%. C'est une règle qui est un peu contestée, mais qui est drôlement intéressante parce que le langage non verbal est beaucoup plus important et quand même que ce serait juste à 70%, c'est très, très important. Et dans la négociation, souvent les gens n'écoutent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de réfléchir. Pendant que l'autre parle, la personne a réfléchi puis elle se dit « Ouais, mais ça, c'est pas correct cet argument-là. Oh non, mais ça, qu'est-ce que je vais lui dire pour le faire changer d'idée? » Donc, on n'est pas dans une présence attentive à l'autre, on est dans sa tête. Et quand on est dans sa tête, on peut pas écouter en même temps. Donc, ça, c'est un élément, c'est un anti-réflexe que les gens doivent développer d'écouter au lieu de se questionner, d'être plus dans l'argumentaire. On va aussi essayer de chercher des critères objectifs. Qu'est-ce qu'un critère objectif? C'est un critère qui dépend ni de l'un ni de l'autre. Ça dépend pas, c'est indépendant de ma volonté et de votre volonté. Par exemple, un exemple très simple, on voit ça souvent dans les négociations de conventions collectives. Les gens vont se référer, par exemple, au taux d'inflation. Quel a été le taux d'inflation durant les 2 dernières années? On doit le rattraper. Quel est le taux du marché, par exemple,
pour la vente ou l'achat d'une maison, les gens vont aller chercher des expertises, vont obtenir d'experts indépendants. Mais qu'est-ce qui se vend dans le marché? Qu'est-ce qui se vend par exemple, dans tel quartier? Alors, on sait que certains quartiers de Québec sont plus recherchés, des quartiers plus historiques. Puis ça, c'est des acheteurs particuliers qui vont acheter ces maisons. Alors, on va aller chercher cette information. Et ça dépend pas de personne, hein. Le quartier, c'est le quartier dans lequel la maison est, la grandeur d'un terrain, etc. Qu'est-ce que ça vaut un terrain plus grand et tout et tout. Donc, ça peut être aussi une jurisprudence qui est très, très forte. Par exemple, l'atteinte à la réputation, au Québec, ça vaut pas 1 million, cette affaire-là. Peut-être qu'on est aux États-Unis, mais au million, l'atteinte à la réputation, ben, si on obtient 75 000 pour ça, c'est énorme. Donc, il y a un courant de jurisprudence qui est quand même très fort. Le critère, pour être intéressant, doit être accepté par les deux personnes. Ça peut être aussi une méthode. On peut s'entendre pour utiliser une méthode, comme ça pourrait être l'arbitrage ou la médiation ou aller justement chercher une expertise. On voit ça souvent, par exemple, quand les conjoints se séparent. Ils ont acheté ensemble une maison. Madame veut racheter la part de monsieur. Elle offre un montant. Pour elle, c'est correct, mais pour lui, c'est pas assez. Pour un, c'est toujours trop cher. Pour l'autre, c'est jamais assez cher. Je sais pas si vous voyez la dynamique. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand je faisais de la médiation familiale, ce qu'on disait, on va aller chercher une expertise indépendante d'un tiers. Alors, on a demandé cette expertise et les gens utilisaient l'expertise pour fixer le tarif. Voilà. Alors, ça, c'est une façon de chercher un critère objectif. Aussi, l'autre chose, quand on est dans le plan de préparation, on doit savoir, mais si je négocie avec cette personne et si on ne s'entend pas, qu'est-ce qui va se passer? Quel va être le plan B? Le plan A, c'est de s'entendre. Par exemple, vous auriez une poursuite pour un vice caché ou petite créance. On vous accuse d'avoir vendu une maison avec un vice caché et on vous réclame, 5 000 par exemple. Vous êtes certain que ça ne vaut pas plus que 2 000 et que même à 2 000 vous êtes généreux, vous êtes absolument sûr de votre dossier, que ce n'était pas un vice caché, que ça avait été parlé, que les gens avaient pu le voir, qu'il n'y avait rien de caché là-dedans. Vous en êtes certain et vous offrez 2 000 parce que vous voulez à quelque part une obligation morale ou vous pensez que c'est une bonne chose. Bien, à ce moment-là, dans votre négociation, vous allez être assez ferme, hein, parce que vous êtes certain que si on ne s'entend pas ici, bien, je prends pas beaucoup de chance devant le juge. Donc, votre plan B, le plan en dehors de la négociation, ben, il est très fort. Donc, plus vous allez être solide en dehors de la table de négociation, plus que votre plan B est fort, plus vous êtes fort en négociation. Donc, vous êtes certain, vous allez être exigeant, vous allez être ferme dans votre demande. Si par contre, vous avez des craintes, vous vous dites, peut-être que finalement, il y avait un vice caché, peut-être que j'aurais dû dire telle chose, puis ouais, il a raison beaucoup plus, puis 2 000 c'est pas beaucoup. Si je m'en vais devant le juge, je pourrais être condamné à 5 000 je prends beaucoup de chance. Mais à ce moment-là, vous allez être beaucoup plus négociable à la table de négociation parce que votre plan B n'est pas intéressant. Alors, ça, c'est comme assez important de connaître vraiment, mais si ça ne fonctionne pas, cette négociation, qu'est-ce qui va se passer? Quelle sera la prochaine étape? Vous pouvez le savoir pour vous, vous ne pouvez pas le savoir pour l'autre, mais vous pouvez poser des questions, vous pouvez imaginer qu'est-ce que pourrait être le plan B. Le plan B ou le plan, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça, c'est important et reviser régulièrement sa préparation parce que la préparation, c'est la question de l'information. Plus on a de l'information, plus on est solide. Et puis, l'information, ben, ça change, hein? Ça change rapidement. Ça peut être une nouvelle, ça peut être il se passe quelque chose dans l'actualité et tout d'un coup, votre plan d'action ne tient plus la route. Par exemple, une augmentation incroyable des taux d'intérêt subitement fait en sorte que, votre distributeur ou votre futur contrat commercial est beaucoup moins intéressant. Peu importe. Ce genre d'information,
parce que la vie, plus la négociation dure longtemps, plus vous devez penser à réviser puis aller chercher de la nouvelle information. Parce que parfois, la vie nous joue des tours, c'est pas toujours intéressant. Il faut être au courant. Un autre élément qui est important dans la négociation, si on veut la rendre plus facile, c'est la conscience de soi. C'est la conscience de soi, savoir ce qui se passe dans son monde intérieur, savoir comment on vit. Est-ce qu'on est émotif? Est-ce qu'on est vulnérable? Est-ce qu'on a des peurs, des craintes, des angoisses, etc.? Si on s'en va à la table de négociation, puis on est déjà dans un monde de peur puis d'angoisse, ben écoutez, on ne sera pas solide, on ne sera pas fort, hein, parce qu'on est plein de doutes. Alors, c'est important d'avoir une bonne conscience de soi, une bonne maîtrise émotionnelle pour arriver à négocier d'une manière collaborative. Et si votre vis-à-vis, lui, est dans des grosses émotions, s'il est en colère, s'il vit du stress, des angoisses, peu importe, bien, ça va être difficile. Ça rend la négociation très difficile. Donc, ça va être dans le programme Maîtriser vos négociations, on regarde beaucoup cette idée de comment on peut soi-même contrôler ses propres émotions. C'est pas un cours de la psychologie non plus, mais comment aussi on peut aider à l'autre à être plus en contact ou en tout cas à retomber sur ses pieds. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, pour aider l'autre à maîtriser, ben, des fois, c'est de reconnaître simplement que ça peut être difficile pour l'autre personne qui vit du stress, qui vit de l'angoisse, qui vit toutes sortes de choses qui sont pas simples. Des fois, simplement de reconnaître ça chez l'autre peut l'aider à calmer, reformuler la personne, faire sentir que vous l'écoutez, respecter l'autre, même s'il n'est pas simple, même s'il vous envoie des messages parfois difficiles, simplement de savoir que vous restez respectueux et calme, ça va aider la personne à se calmer. Parfois aussi de prendre des suspensions, de prendre des pauses, de donner des chances, ça va permettre de calmer. Si les gens ne se sentent pas compris, c'est sûr qu'ils vont répéter tout le temps la même chose. Donc, répéter, reformuler va permettre aux personnes de se sentir compris, de descendre leur émotion. Parce que en général, et ça c'est, j'ai trouvé ça dans un livre sur l'intelligence émotionnelle, on dit que le 2/3 des gens sont dominés par leurs émotions. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de difficultés à les gérer. Puis il existe des événements aussi qui vont engendrer beaucoup d'émotions. Comme je vous ai déjà dit, j'ai déjà été médiatrice familiale. C'est sûr que quand on parle de garde d'enfants, de séparer une maison, d'aller vers de l'appauvrissement, c'est pas facile et ça engendre ces émotions-là qui sont difficiles. Donc, ça, là, tout ça, ça va faire que ça va vraiment compliquer la négociation. Puis pour y arriver, il faut vraiment trouver différents moyens. Un, pour vous, de votre propre maîtrise. Donc, maîtriser le stress, faire attention à son stress. Il y a des techniques pour ça, il y a des techniques de respiration, il y a des techniques de méditation, de yoga, de prendre du temps pour soi, parce que si on arrive avec déjà un stress, on va être moins capable de gérer toutes ces émotions. Parce que vous savez que si vous êtes attaqué, il y a 3 réactions naturelles quand on est attaqué. Ça va être de riposter. Ils sont rares les gens qui vont dire « Ah, tu m'attaques, puis il n'y a pas de problème. » Si vous vous êtes attaqué, si on attaque votre compétence, si on vous dit des choses pas gentilles, vous allez avoir le goût de rétorquer. Donc, action-réaction. Et ça, l'action-réaction, ce que ça fait, c'est pas compliqué, ça fait une escalade. Et quand ça l'escalade, ben, il se passe plus rien. Rompre. Vous êtes excédé, vous êtes fatigué de la personne, vous rompez, vous mettez fin à la négociation. Mais rompre, ce n'est pas prendre une suspension, hein, c'est qu'on est sur l'émotion, puis on dit non, je veux plus rien savoir, puis je te parle plus, puis tout ça, puis claquage de porte. Mais ça, quand ça se passe, évidemment, ça va pas aider. L'autre chose aussi qu'on peut faire, c'est sous le coup de l'émotion, c'est de céder. Ce serait du genre, ah ben ok d'abord, fais-le comme tu veux, ça m'intéresse plus, c'est correct. On dit c'est correct, mais dans le fond, c'est pas ce qu'on ressent. Alors ça, c'est des choses qu'on a faites sur le coup de l'émotion, et ça, c'est pas payant.
c'est pas payant pour soi, ça peut être payant pour l'autre. Vous savez quoi? Il y a des gens que leur façon de négocier, c'est de vous attaquer. C'est comme ça qu'ils ont compris qu'ils devaient négocier parce que ça a déjà été payant. Alors, si ça a été payant, ils continuent de le faire, ils attaquent et puis ils attendent que vous cédez. Alors, soit on dit, hein, il y a un proverbe qui dit, je sais pas si c'est un proverbe, mais on dit que la roue qui grince, hein, les gens qui crient, qui font du bruit, ben, on s'en occupe. Alors, ben, c'est ça qu'ils font en négociation, ils continuent dans la même chose. Que faire avec ces personnes? Ben, on va pas, je vous donne quelques petits trucs, s'interrompre, ne pas parler. Si on voit qu'on est en train de monter, si on voit qu'on est en train d'avoir une réaction à l'intérieur de nous, on se calme, on prend du temps pour soi, on va pas rentrer dans l'argumentation. On peut demander des nouvelles explications à la personne, faire répéter. Alors, ça, c'est un truc qu'on fait avec les enfants. Parfois, les enfants nous disent des choses ou les adolescents qu'on trouve que ça n'a pas de sens. Tu peux-tu me répéter? Puis là, la personne se rend compte, oh non, mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Ah, c'est pas ça que tu voulais dire. Mais qu'est-ce que tu voulais dire? Alors, voyez-vous, ça, c'est une façon de faire en sorte de calmer l'émotion, ou en tout cas, si on est sur un ton agressif, de descendre l'agressivité. Prendre des notes juste pour se donner du temps, demander une suspension de la séance, respirer, se calmer, calmer son monde intérieur pour pas tomber dans l'escalade. Ça, c'est très, très important. Comment réagir quand l'autre est en colère? Ben, surtout ne jamais discuter. Quand une personne est en colère, ça ne sert absolument à rien de commencer à argumenter avec cette personne parce qu'on va faire que monter. Puis vous savez quoi? C'est que les gens en colère, les gens qui sont hors de contrôle, même si vous parlez, elles ne vont pas entendre. C'est pas compliqué. Elles ne vous entendent pas parce qu'elles sont dans leur émotion. Donc, quelques stratégies. Vous écoutez. Et quand vous parlez, parce que quand les personnes, par exemple, si quelqu'un est vraiment, vraiment très en colère, il parle, vous le laissez, vous ne l'interrompez pas, tout d'un coup, il est obligé de respirer. Tout le monde est obligé de respirer, c'est une excellente nouvelle. Et vous, vous en profitez pour glisser des mots. Vous pourriez, des mots, des phrases, reconnaître le point de vue d'une personne. Puis reconnaître, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Par exemple, quelqu'un dit, bon, j'aime pas la manière dont ce rapport a été présenté, c'est tout croche, c'est pas bien fait. Vous pourriez dire, je comprends que vous aimez pas le rapport. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle dit nécessairement. Vous pouvez trouver que le rapport est quand même assez bien ordonné, mais vous pourriez dire, je comprends que vous aimez pas le rapport. Je comprends que vous trouvez que ça fait pas, vous aimez pas le tableau à cet endroit. Voyez-vous, vous êtes en train de la reconnaître jusqu'à un certain point. Et elle va se calmer parce qu'elle va se sentir reconnaître. C'est fou comme ça. Découvrir que, par exemple, on pourrait dire, je vois que ça a l'air à vous mettre en colère, ce rapport. Vous nommez l'émotion, vous aimez pas ce rapport, puis ça a l'air à vous irriter, ça semble vous irriter. Ah, tout d'un coup, la personne se sent entendue, se sent compris. On peut présenter des excuses aussi. Si les personnes se mettent en colère, c'est peut-être parce qu'on a fait une erreur ou que notre organisation a fait une erreur. Alors, c'est pas compliqué de dire, je suis désolé, nous tenons compte de cette erreur, nous allons faire des modifications, l'organisation a mal travaillé dans ce dossier. Si c'est le cas, amende honorable. Et les excuses, c'est toujours payant. C'est comme un bon. Et on oublie souvent la valeur des excuses. Être d'accord chaque fois que c'est possible. Souvent, les gens ne voient que ce qui les confronte et ils oublient le 10% ou même le 5% qui les unit. Et je donne un exemple qu'on fait très souvent en médiation familiale, par exemple. Qu'est-ce que les parents désirent le plus au monde? C'est que leur enfant soit bien. Hein? Ils s'entendent pas sur qu'est-ce qu'on doit faire, mais ce qu'ils souhaitent, c'est le bien-être de leur enfant. Dans un milieu de travail, ce qu'on souhaite, tout le monde souhaite la même chose. On va avoir la paix, on va avoir de l'harmonie, on va avoir du plaisir au travail. On s'entend pas sur comment faire, on s'accuse peut-être, on est peut-être dans les blâmes, les reproches, mais on veut profondément la même chose. Et ça, c'est payant. Ça, c'est payant de reconnaître ça, et parce que ça nous amène sur un mode d'adhésion.
quand tous les gens sont sur la même longueur d'onde aussi. Se mettre sur la même longueur d'onde, ça peut vouloir dire d'utiliser les mêmes paroles, les mêmes mots, les mêmes expressions, le même langage. Si quelqu'un est debout, vous levez, vous restez pas assis pour être dominé, hein, vous mettez debout. Si quelqu'un est assis, vous êtes assis. Alors, c'est de genre de type qu'on va voir être sur la même longueur d'onde. C'est quelque chose qu'on apprend beaucoup, par exemple, dans la programmation neurolinguistique, comment se mettre sur la même longueur d'onde, utiliser les mêmes mots, les mêmes programmations linguistiques peut être intéressant. Reconnaître l'humain derrière l'interlocuteur. Alors, chaque personne aime être reconnue pour ce qu'il est. Si quelqu'un ne cesse de vous dire « je suis le patron de cette organisation, c'est moi qui ai créé l'organisation, vous savez, un employeur, c'est important, je suis très fière de toute ma réussite », mais cette personne-là est en train de vous dire que sa fierté, le fait d'être le patron, d'avoir créé, c'est très, très important. Et si vous lui dites, vous reconnaissez son autorité, bien, elle va être beaucoup plus enclin à vous écouter parce que elle se sent reconnue par vous. Des fois, les gens se sentent menacés. Vous les menacez pas réellement, mais c'est ce qu'elles sentent. Et parce qu'elles sentent ça, elles se mettent sur la défensive ou en mode attaque. C'est pas ça qu'on veut. On veut que les gens se sentent confortables avec vous. Donc, on va reconnaître l'émotion qui est vécue, on va reconnaître le rapport, l'autorité de la personne. Je prends une petite gorgée d'eau. Être collaborateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, on va changer des réflexes. On va se mettre à faire son plan de préparation. On va reviser. On va maintenir son intention de collaboration. On va en parler. On va la nommer. On va la dire. Monsieur, madame, j'aimerais vraiment qu'on trouve une solution dans ce dossier. J'aimerais vraiment qu'on trouve un terrain d'entente. On le dit, OK? Et si, comme ça, l'autre connaît notre intention, parfois, on peut penser, oui, mais c'est normal, on est en train de négocier une collaboration, on devrait bien savoir que je veux collaborer. Prenez rien pour acquis. Dites les choses, verbalisez, mettez-les sur la table et répétez souvent ceci. Surtout, si d'autres personnes vivent beaucoup d'émotions, elles n'entendent pas nécessairement ce que vous êtes en train de dire. Parce que c'est fou, je le dis comme ça, je dis souvent la blague, les grosses émotions, ça rend sourd, ça bloque ici. Alors, répétez ces intentions, très important, ne pas entrer dans la bataille, dans l'argumentation. Si vous faites ça, c'est foutu parce que vous souhaitez de la collaboration, mais vous entrez dans l'argumentaire, ça fonctionnera pas. Alors, ça va être accepté peut-être de faire quelque chose de différent, d'être vraiment en maîtrise. Mais ça ne veut pas dire non plus d'accepter l'exploitation. C'est pas parce qu'on collabore qu'on donne tout puis qu'on se laisse faire. Non, c'est pas ça du tout. On pourrait, je vous donne une méthode en quelques étapes sur comment on va favoriser l'ouverture. Mais la première chose, on va insister sur la relation future. Nous avons un futur ensemble. Nous allons être des futurs partenaires d'affaires, des associés. Nous allons continuer d'être des parents. Nous allons être ensemble sur ce projet parce que notre patron nous a mis ensemble sur un projet. Alors, on devra collaborer. Alors, insister sur la relation. Récompenser le gain coopératif. C'est-à-dire que si quelqu'un fait un bon coup, vous donne de l'information, vous lui en donnez en retour. On collabore, on récompense. Quand il y a de la collaboration, on récompense la collaboration. Et on encourage la réciprocité. Je te donne des documents, je te donne l'information et je t'en demande en retour. Donc, on exige ceci. Parce que si vous donnez, mais vous recevez jamais, il y a quelque chose qui ne marche pas et vous ne devez pas accepter ça. Absolument pas. Vous donnez et vous devez recevoir l'équivalent. Parce que ça, c'est drôle aussi. Une jeune fille me parlait qu'elle vivait une relation amoureuse et un début de relation amoureuse, c'est une jeune adolescente. Elle donne beaucoup de son temps, elle prête de l'argent à son amoureux et son amoureux lui dit, ben oui, mais moi aussi je te donne des choses. Mais ce qu'il lui donne, c'est des barres de chocolat.
Donc, voyez-vous que c'est pas tout à fait dans le sens qu'on souhaite une concession, une réciprocité, j'appelle pas ça comme ça. J'appelle ça plus du mode exploitation. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc, faire des gestes calculés d'ouverture. Dans le début d'une relation d'affaires, de travail, peu importe, on va donner, mais on va donner morceau par morceau. On va tester en réalité, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on teste tranquillement si l'autre veut vraiment, vraiment être dans un mode collaboration. Et si c'est le cas, ben, il va donner aussi en retour. Sinon, il va prendre sans rien donner. Alors, c'est pour ça que vous ne commencez pas à tout donner dans un seul coup. Non, non, non. Soyez stratégique. Commencez par des petits gestes de don. S'il n'y a pas de don, s'il n'y a pas d'ouverture ou si on ne vous démontre pas cette ouverture, ben vous devez démontrer que vous êtes aussi capable de faire de la compétition. Vous devez démontrer que vous pouvez être ferme, que vous pouvez refuser des trucs, que non, il n'y aura pas tel document, non, il n'y aura pas telle information, parce que vous devez démontrer que vous êtes solide dans votre affaire, que vous n'êtes pas là pour vous faire exploiter, que vous avez une solidité et que si vous ne démontrez pas ça, cette fermeté, cette solidité, bien, l'autre va continuer à demander sans rien donner. S'il fait une réponse positive, bien, à ce moment-là, vous recommencez à donner tranquillement. Et donc, ça veut dire qu'il faut être capable de pardonner. S'il y a des gestes positifs qui sont faits, il faut être capable de pardonner puis d'accepter de se dire, ah, ben la personne a changé d'idée. Ah, ben la personne a décidé de collaborer. Tiens, c'est intéressant. Tiens, ça fonctionne ce que je fais. Alors, cette idée-là, là, de garder et surtout d'être clair et constant aussi, être clair dans ce que vous faites comme message, que vous avez tout le temps l'intention de collaborer, mais sans accuser l'autre d'exploitation, là, faites attention parce que peut-être que lui, il a aussi sa propre stratégie, qu'il y a des choses qu'il doit faire, puis des choses qu'il n'a pas compris. Et comme tout le monde, il peut essayer de faire des trucs, puis ça marche pas parce que vous ne rentrez pas là-dedans, c'est tout. J'ai encore quelques diapositives. Alors, face à la position entêtée de l'autre, vous allez me dire, oui, mais Céline, parfois les gens veulent vraiment, mais vraiment pas collaborer. Ben, rentrez pas dans l'épreuve de force. Parce que si vous rentrez dans l'épreuve de force, ça va faire ça comme ça, puis c'est pas ça qu'on souhaite. On veut pas être dans l'épreuve de force, on veut voir si les gens sont prêts à faire d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement parce que, oui, c'est ça. Si on rentre dans l'épreuve de force, ce qu'on va créer, c'est qu'on va créer de la tension, on va créer de la résistance et on va être dans cet élément. Et c'est très, très fatigant d'entrer là-dedans. Donc, on rentre jamais là-dedans. On fait plutôt pas de pression, OK? On ne fait pas de pression et on va utiliser la force de l'autre pour le renverser. C'est une façon un peu comme le Aikido. Il y a des façons d'utiliser la force. Dans le Aikido, c'est ce qu'ils font. Si vous attaquez, ils prennent votre force pour vous renverser. Alors ça, c'est la même idée dans la négociation. On ne va pas rentrer dans cette confrontation. On va plutôt poser des questions constructives, des questions pour connaître les besoins, les intérêts, les valeurs. S'il y a des conseils, des questions de style ouvert. Et on va aussi exploiter le pouvoir du silence. On va se fermer. Ça, pour certaines personnes, c'est assez difficile, mais pourtant, c'est tellement intéressant. Le silence, c'est payant. Ça fait réfléchir les personnes. Si les personnes ne vous répondent pas tout de suite, c'est parce qu'elles sont en train de réfléchir. Quand vous posez des questions, vous dites plus rien après. Surtout parce que la personne qui est entêtée, qui est bornée, elle a une vision comme ça. Quand vous posez des bonnes questions, ben, elle est en train d'élargir et est en train de réfléchir. Et si vous coupez le flux créatif en posant tout de suite des questions, ben, vous avez passé à côté. Alors, on utilise le silence. On ne va pas attaquer, on va simplement ignorer les attaques. On va se reconcentrer sur le problème. Je vous donne 5 stratégies. On va dire à personne, écoutez, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec mon point de vue, mais vous savez, ce qui est important, c'est qu'on se concentre sur le problème. Donc, on va revenir au problème. On peut utiliser l'humour aussi dans les attaques. Moi, par rapport à ça, je pense que j'ai un certain sens de l'humour, mais je pense aussi que c'est pas toujours
judicieux. En tout cas, c'est faire attention aux blagues, parce qu'on ne vit pas tous la même chose. Pour certains, c'est très drôle, puis d'autres, ça va être plutôt discriminatoire ou de mauvais goût, ou peu importe. Donc, les blagues, c'est pas toujours la bonne chose. Parfois, on peut faire de l'humour sur soi-même, mais faire de l'humour ou de l'humour de contexte, ça là un peu dangereux. On peut transformer les erreurs du passé tout simplement en disant, vous savez, oui, parce que si les personnes attaquent, peut-être qu'elles vous attaquent sur des erreurs, alors on dit simplement, oui, c'est le passé, oui, on en tient compte, maintenant on est ici, maintenant, on est dans le présent, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va régler cette situation. Donc, on reste dans le présent et dans l'avenir. Et aussi, des fois, les personnes sont, c'est pas mon problème, c'est ton problème. Alors ça, faut pas accepter, hein. C'est notre problème ensemble, c'est nous qui allons collaborer, c'est nous qui allons trouver ensemble des solutions. Donc, soyez ferme là-dessus, c'est nous, c'est pas le toi, je, moi. Non, non, c'est nous ensemble. En fait, quelques points aussi que je veux vous parler, c'est de la créativité. Être créatif. Parce que on se rappelle comment susciter plus de collaboration. Ça voudra dire aussi comment être plus créatif parfois, comment sortir des impasses. Parce que s'il y a trop de résistance, des fois on est frustré, on est tanné, on veut passer à autre chose et on va faire, soit qu'on va créer de la tension, on va mettre du stress, on va mettre de la pression sur l'autre. Alors ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand il y a des blocages? Comment on va être plus créatif? Mais c'est pourquoi les blocages? Plusieurs raisons peuvent faire en sorte que les gens bloquent, ils ne rentrent pas dans la collaboration, mais ils restent dans la compétition. Parfois, c'est parce que c'est pas leur idée. Hein? C'est pas mon idée, c'est pas bon. Ou vous avez amené la meilleure des solutions et savez-vous quoi? Ça va créer de la méfiance. Ah, quelqu'un va se dire, ah oui, mais il est prêt à me donner ça. Il est prêt à me donner ce que je veux. Ah, il doit avoir un piège. C'est trop beau pour être vrai. C'est fou, mais l'humain est comme ça. Puis si la confiance n'est pas créée, puis s'il y a de la méfiance, ben les gens vont se dire, il y a anguille sous roche. Ça se peut pas. C'est trop beau pour être vrai. Alors, à ce moment-là, il faut faire attention. Quand on propose des solutions, quand quelqu'un, on sent que c'est la résistance parce que ça vient pas de lui, ce qu'il faut faire, c'est des fois, c'est de présenter ça sous forme projet. Alors, vous avez des documents, vous écrivez projet, 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 donnez à la personne, j'attends tes commentaires, voici, c'est juste un projet, tu peux rajouter des choses, peu importe, mais on présente ça sous forme de projet. On présente plusieurs options. Voici 3 options, prenez celle qui vous convient, moi, ça va faire mon affaire. Alors, voyez-vous, c'est pas son idée, mais il y a 3 choix. Puis le choix qu'il va prendre, ça va devenir son idée. Donc, voici des éléments pourquoi ça peut bloquer. L'autre chose, parfois, les besoins ne sont pas satisfaits, les valeurs ne sont pas rencontrées, les intérêts. Alors, on n'a pas essayé de chercher plus d'informations. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce que vous désirez profondément? Alors, posez des questions davantage. Peut-être des fois, nommer ce qui est important pour nous. Ça va inciter la personne à dire à son tour ce qui est important pour elle. Les personnes aussi, pourquoi ça peut bloquer? Des personnes ont peur de perdre la face. Et quand on a l'impression qu'on va perdre la face, parce que la négociation n'a pas lieu dans un vide social, il y a toujours du monde autour, même si on ne les voit pas. Ça peut être même le conjoint, la conjointe, les frères, les sœurs. Par exemple, un représentant syndical, il y a tous les membres derrière lui, hein. Il y a des collègues du syndicat qui sont là aussi. Donc, il peut y avoir ces fantômes. Et s'il n'obtient pas ce qu'il a dit qu'il obtiendrait, il va perdre la face. Alors, pour aider les gens à perdre la face, un truc très, très simple, c'est de dire quels sont les faits nouveaux, les circonstances nouvelles. Vous n'avez peut-être pas toute l'information, vous ne pouviez pas savoir. Voici ce que je vous donne. Et ça peut, c'est comme si vous donnez de l'oxygène à quelqu'un en disant, vous savez, ça, vous ne l'aviez pas, cette information, je vous donne une information nouvelle, etc. Et ça peut aider à sauver la face. L'autre chose, pourquoi parfois les gens y résistent, c'est que vous voulez aller trop vite. Alors, c'est épeurant, c'est inquiétant, trop vite, trop rapidement, c'est angoissant, donc les gens vont résister. Alors, pour éviter ça, le moyen très simple, c'est d'aller plus lentement.
C'est fou à dire, mais allez plus lentement pour aller vite, mettez moins de pression, découpez les choses en petites étapes et ça va être plus rassurant, ça va être moins inquiétant. Alors ça, c'est une façon d'éviter la résistance. Il y a aussi des différents pièges psychologiques. J'aurais pas le temps de parler de ça aujourd'hui. Ça pourrait faire l'objet d'un autre Facebook Live. Et cette fois-ci, je vais bien m'y prendre pour être à l'heure. Je suis vraiment encore désolée. J'ai vraiment fait une erreur technique. Des pièges psychologiques, on va parler des blocages émotionnels. Parfois, les gens sont pas prêts à négocier, c'est trop tôt. J'ai vu ça souvent en médiation familiale, par exemple, où les gens sont encore tellement dans les émotions, c'est tellement douloureux, c'est tellement souffrant, puis elles veulent déjà commencer à négocier alors qu'elles pleurent toutes les larmes de leur corps. On n'est pas prêt à négocier, là, mais vraiment pas. Il faut se donner du temps. Alors ça, c'est important. Parfois aussi, les gens veulent pas perdre, ils ont peur de perdre. On appelle ça l'aversion pour les pertes. En management, on parle de résistance au changement. En négociation, on parle de l'aversion pour les pertes. D'ailleurs, dans les 5 vidéos que je vous ai fait, j'avais fait un petit vidéo sur cette idée de la peur du changement ou la résistance au changement. C'est encore disponible, ces vidéos que vous pouvez aller voir. Des personnalités difficiles, des personnalités qui ne veulent pas négocier, qui ont les personnes narcissiques, c'est très difficile de négocier avec ces personnes. Les personnes qui ont des troubles de personnalité, personnes avec des tendances schizophrènes. Malgré que c'est pas vraiment une tendance à schizophrénie, mais vous avez des personnes qui sont aussi paranoïaques. Oui, j'ai déjà eu des personnes qui avaient un problème paranoïaque. Elle n'était pas paranoïaque à 100%. Il y a des degrés là-dedans, mais son degré était assez suffisant pour vraiment rendre les choses pas simples. Et est-ce qu'on peut négocier avec les personnalités difficiles? Oui, mais faut vraiment savoir comment s'y prendre puis vraiment aller au bon endroit, je dirais. On pourra faire un Facebook là-dessus de toute façon. La négociation, on n'arrive pas au monde, on est déjà des bons négociateurs. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qu'on peut apprendre dans les livres. C'est quelque chose qu'on peut apprendre sur le terrain aussi. C'est quelque chose qu'on apprend, en fait, dès le berceau. Mais est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on obtient des bons succès? Ça, c'est une autre chose parce que des fois, nos modèles sont plus ou moins bons. Puis, on n'a pas la connaissance. Ça, j'en parle dans mon vidéo de présentation du programme Maîtriser vos négociations. Je parle de ça, c'est que on a besoin des connaissances fondamentales. Si on n'a pas ces connaissances de base fondamentales, on ne peut pas aller vraiment plus loin. Parfois, on négocie par intuition, par essai-erreur. Puis quand ça fonctionne, on est très, très content. Mais quand ça fonctionne pas, on ne comprend pas pourquoi, parce qu'on ne sait pas, on le fait d'une manière intuitive, on n'a pas les connaissances de base. Alors, le cours Maîtriser vos négociations, c'est ça qu'il offre. Il offre toutes les connaissances de base essentielles pour aller un peu plus loin. Donc, aussi se former, s'auto-évaluer, revenir. Je lis encore des livres, je suis médiatrice depuis presque 20 ans et je lis encore des livres sur la médiation, sur la négociation. Pourquoi? Parce que je suis toujours en train de me reformer. Hein. Il y a des livres qu'on a lus ou il y a des techniques qu'on a lues qu'on n'était pas prêt à les comprendre, mais on arrive avec l'expérience, puis on les comprend davantage. Donc, j'intègre toujours des nouvelles choses. C'est pour ça que c'est intéressant toujours de se reformer. Aussi parce que des fois, on oublie tout simplement les bases, puis on s'en va, puis on oublie qu'est-ce qui est vraiment fondamental et important. Donc ça terminerait le petite présentation sur comment susciter plus de collaboration. Évidemment, j'ai donné quelques clés qu'on retrouve beaucoup plus longuement dans le programme Maîtriser vos négociations. Je prends quelques minutes pour vous en parler. Alors, programme de 10 modules de 30 minutes chaque. On a fait notre première cohorte, on a des gens qui sont contents d'avoir suivi cette formation. Et ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez vous inscrire. Par exemple, quand j'ai parlé de la question des émotions, du jeu des émotions, on en parle, on a un module là-dessus. Pas tous, pas
uniquement sur ce thème, mais sur une partie. On a parlé des deuils, des pièges psychologiques. Il y a un module au complet, il y a 1 heure sur les pièges psychologiques. Comment déterminer les intérêts et les besoins. Il y a un module 4 qui porte sur ces éléments, sur l'utilisation des questions, comment poser des bonnes questions, des exemples de questions. Module 6, être éthique et sans reproche. Les jeux de pouvoir, j'ai pas eu le temps de vous parler de ça. Ben, un peu, mais pas spécifiquement, mais les jeux de pouvoir, qu'est-ce qu'on fait quand on négocie avec quelqu'un qui est beaucoup plus fort que nous ou qui utilise l'intimidation, la force, la domination? Comment on fait pour contrer les concessions, l'argumentation, être créatif, débloquer les impasses, connaître des tactiques déloyales, des stratégies déloyales? Il y a vraiment tout un monde à découvrir et j'ai absolument hâte de vous le faire découvrir. J'ai aussi le goût de faire des nouveaux Facebook Live. J'aimerais savoir, je vois qu'il y a quelques personnes qui m'écoutent, alors bonjour à ces personnes. Merci d'avoir pris du temps pour m'écouter ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais aussi, ce que j'aimerais avoir, c'est qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce qui vous intéresserait comme que je pourrais aborder dans un Facebook Live, peut-être pas aussi long que ce soir. Y a-t-il des thèmes qui vous questionnent? Y a-t-il des choses qui sont absolument nécessaires pour vous d'apprendre? Alors, posez-moi des questions. Envoyez-moi aussi, vous pouvez utiliser Céline, @célinevallière.com ou sur mon Facebook. Et puis, j'ai hâte de vous dire à ce niveau. Alors, merci beaucoup encore une fois. Je vous souhaite une excellente semaine et bon printemps qui arrive à nos portes. Merci. À bientôt.